Avez-vous été forcé d'entrer ce plaidoyer ici aujourd'hui? Non, votre honneur. La femme de l'Utah, qui a abattu ses propres parents de sang-froid et qui aurait apparemment dit qu'elle le referait, eh bien, elle a officiellement plaidé coupable. Mais ce plaidoyer a un aspect intéressant. Nous allons analyser cette information de dernière minute avec l'avocat Rich Schonstein, qui nous expliquera la suite. Bienvenue dans Sidebar de Law and Crime, je suis Jesse Weber. Mia Bailey, âgée de 30 ans, devait comparaître jeudi devant un tribunal du comté de St. George, dans l'Utah, pour une audience de suivi dans une affaire de double meurtre brutal. Mais lorsqu'elle est arrivée, c'est à ce moment-là que le public a appris qu'en réalité, elle allait plaider coupable. Elle risque désormais plusieurs décennies de prison. Lorsque nous avons parlé de Bailey l'an dernier, elle venait d'être placée en garde à vue après une chasse à l'homme nocturne à Washington City, Utah. Elle avait fui une scène de crime atroce chez sa famille qu'elle avait elle-même causée, d'accord? Elle a avoué à la police avoir tiré et tué ses deux parents, Joseph et Gail Bailey, et avoir même tenté de tuer son frère, mais heureusement sans succès. Bailey aurait même déclaré à la police « Je le referai, je les déteste ». À l'époque, l'aspect majeur de cette affaire, celui qui a attiré beaucoup d'attention médiatique, était le fait que Bailey était en train de faire une transition vers le genre féminin. Elle avait légalement changé son genre assigné en femme, changé son nom en Mia, et il y avait de la confusion autour de son apparence, des vêtements qu'elle pouvait porter, de l'aspect de ses cheveux. Cela a donc compliqué la recherche de Mia. À présent, examinons en détail les accusations contre Bailey. Mais d'abord, la grande nouvelle ici. Bailey a plaidé coupable en audience publique le 6 novembre. Madame Bailey, un accord de plaidoyer a été conclu entre vous et l'État de l'Utah. Avez-vous été forcé d'accepter ce plaidoyer aujourd'hui? Non, votre honneur. Donc, dans le cadre d'un accord avec l'État, Bailey a plaidé coupable de 2 chefs de meurtre aggravés et d'un chef d'agression aggravé. Elle souffrait également de troubles mentaux au moment où elle a commis le crime. Elle a donc plaidé coupable et atteint de troubles mentaux, ce qui est une option dans l'Utah. Nous en parlerons. Elle faisait face à 11 chefs d'accusation criminels et voici cette grande mise à jour. Pour m'aider à analyser les derniers détails, je souhaite réinviter à Sidebar l'avocat Rich Schonstein. Rich, ravi de te voir et merci pour ton temps. Peux-tu m'expliquer ce que tu comprends ici? L'Utah est un peu particulier, non? Ce n'est pas la même défense pour folie qu'ailleurs. Quand quelqu'un plaide coupable et malade mental, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, j'essaie, d'après ce que je comprends, et ne pratiquant pas dans l'Utah, je me base uniquement sur ce que j'ai lu. C'est un plaidoyer de culpabilité pour un chef de meurtre. Donc, elle peut être condamnée à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Mais la folie peut être prise en compte par le juge lors de la prononciation de la sentence. C'est l'un des facteurs qui sera pris en compte, et je pense que c'est tout l'enjeu de ce plaidoyer de culpabilité. Il s'agit de donner au juge quelques éléments pour éventuellement déterminer que cette personne pourrait sortir de prison un jour. Et cela fait environ 1 an et demi depuis les meurtres. On sait que ces négociations de plaidoyer duraient depuis un moment. Nous savons que le processus judiciaire peut prendre des mois et des mois et des mois. C'est particulièrement difficile pour les familles des victimes, mais aussi pour celles des accusés. Donc cela peut donner l'impression que cela prend beaucoup trop de temps pour obtenir une quelconque résolution. Mais quand vous entendez ces allers-retours, quand vous pensez à cette affaire, est-ce que ce calendrier a du sens pour vous? Oui, ce calendrier ne me pose pas de problème. Je veux dire, c'est une affaire complexe. Je sais que parfois ces choses semblent vraiment simples. Je veux dire, elle a essentiellement avoué les crimes. Ils ont évidemment arrêté la bonne personne. Pourquoi ne pas simplement condamner et passer à autre chose? Mais cette affaire impliquait la possibilité d'une défense pour folie et d'autres questions compliquées. Donc, il fallait que cela avance à un certain moment, et j'ai cru comprendre qu'il y avait eu des discussions de règlement. Je ne sais pas depuis combien de temps ces discussions ont lieu entre les procureurs et la défense. Mais cela se passait aussi en arrière-plan. Cela a peut-être ralenti les choses. Je n'ai pas de problème avec le calendrier. Ce n'est même pas la nature odieuse du crime. C'est ce que Bailey a dit. On peut comprendre pourquoi cela pourrait ne pas être si choquant. Et si elle recevra une sorte de traitement à la suite de cela, en plus de la peine de prison, ou s'il y a un... Elle doit être internée dans un hôpital d'État pour une certaine période? Elle risque 25 ans à perpétuité sans libération conditionnelle
pour chaque accusation de meurtre, et sa condamnation est prévue le 19 décembre. Maintenant, le procureur avait déjà annoncé que la peine de mort ne serait pas envisagée dans cette affaire. Voici la partie dont j'ai parlé, d'accord. D'après la chaîne locale KSL Télévision, Bailey a fait quelque chose que je n'ai jamais vu, d'accord. En fait, elle a elle-même écrit une lettre à la Cour suprême de l'Utah pour demander que cela soit annulé. Apparemment, Rich, elle voulait la peine de mort et elle voulait renvoyer son avocat. Qu'en as-tu pensé? Eh bien, je veux dire, c'est un comportement troublant de la part d'une accusée. Vous savez, quelqu'un qui veut être publié, quelqu'un qui en théorie veut être condamné à mort, cela m'inquiéterait beaucoup dans ma propre évaluation pour savoir si cette personne est mentalement apte à être jugée. Donc je ne savais pas exactement quoi en penser. Oui. Quand une personne veut changer d'avocat, dans quelle mesure le tribunal l'autorise-t-il en général? Parce qu'ils ont droit à un avocat, mais pas au choix de leur avocat, n'est-ce pas? Comment ça fonctionne? Et c'était ça. On voit donc beaucoup de cas où des gens ont des avocats commis d'office et la relation ne fonctionne pas pour une raison ou une autre. Et en règle générale, vous avez droit à un avocat et vous avez aussi le droit d'avoir un certain choix dans ce processus. Vous ne pouvez pas être coincé avec un avocat en qui vous n'avez fondamentalement pas confiance. Et la première fois que vous voulez renvoyer un avocat, je pense que dans la plupart des cas, vous pouvez le faire et ils peuvent en nommer un autre. Mais parfois, dans ces affaires, on voit qu'il y a une deuxième, une troisième, voire une quatrième fois. Et finalement, il devient évident que le problème ne vient pas des avocats choisis. Le problème ne vient pas de la relation. Le problème vient fondamentalement du client. Et dans ces circonstances, finalement, un tribunal perdra patience et dira, vous savez, vous n'avez plus de choix. Vous pouvez avoir cet avocat. Vous pouvez en trouver un par vous-même et le payer vous-même, ou vous pouvez vous représenter vous-même. Savez-vous ce qui arrive dans ces cas? Le juge Keith Barnes du 5e district a tout de suite demandé une évaluation de compétences. Encore une fois, ce n'est pas surprenant compte tenu de ce dont nous parlons. Et début octobre, l'avocat de Bailey, Ryan Stout, a informé le tribunal que son client avait effectivement été jugé apte à comparaître. Maintenant, pour être clair, nous savons tous que cela est différent de la folie. Il s'agit simplement de la compétence. Comprenez-vous les accusations? Pouvez-vous aider à votre propre défense? Savez-vous ce qui se passe? Selon KSL, il a déclaré au tribunal: je pense que le rapport d'évaluation met bien en évidence la liste des problèmes de santé mentale que mon client a eus au fil des années et qu'il a actuellement. Mais il fait également un bon travail en examinant et en appliquant l'état actuel de mon client, ainsi que sa capacité à comprendre la procédure. Maintenant, Rich, dans ce cas, c'est le juge qui a ordonné cette évaluation de la compétence. Parle-moi de ça, tu sais, est-ce que cela te semblait approprié ici? Je suppose. C'est une décision prise par le tribunal lorsqu'il constate, ou même une décision ou une demande de l'avocat, de la défense, lorsqu'ils doivent avoir une. La question de santé mentale se pose, non? Oui, je pense. Vous savez, comme question de base, l'accusé doit être compétent, comme vous l'avez parfaitement dit, pour distinguer la compétence à être jugé et l'aliénation mentale. Ils doivent être capables de participer à la défense et de comprendre les accusations. Et un juge devrait faire évaluer cela si le juge a le moindre doute à ce sujet. Et comme nous avons discuté de certaines de ses positions et de certaines des choses qu'elle demandait, cela a effectivement soulevé une véritable question. Je pense vraiment que cette évaluation était appropriée et félicite le juge de l'avoir ordonnée. Bien joué. Et écoutez bien, KSL TV rapporte qu'à la toute fin de l'audience, Bailey a en fait pris la parole et a demandé au juge de tenir une audience sur la caution. Parce qu'elle est derrière les barreaux depuis son arrestation en juin 2024, il n'y avait aucune possibilité de libération. Elle aurait déclaré au tribunal quelque chose comme: j'aimerais ou je dois faire réparer ma chirurgie et mes médicaments. Quand son avocat a dit au juge avoir conseillé à sa cliente de ne pas demander de libération sous caution, elle a tenté de le renvoyer à nouveau. Le juge a informé Bailey qu'il ne pouvait pas ordonner d'audience de libération sous caution alors. Selon KSL, il l'ajouterait au rôle pour le 6 novembre, date de sa prochaine comparution pour une mise à jour de dossier. Comme mentionné, elle a plaidé coupable. Le procureur a aussi affirmé que les victimes étaient d'accord avec cette décision. Commençons, Rich. À quel point est-il important d'obtenir l'accord de la famille de la victime ou des victimes elles-mêmes pour un plaidoyer de culpabilité? Parce que très souvent, vous savez, ils diraient: je veux aller jusqu'au procès complet, obtenir la peine maximale, avoir mon jour devant le tribunal. Parlez-moi de cela.
Donc ce n'est pas légalement obligatoire. Les procureurs peuvent négocier la caution sans que les victimes soient impliquées. Nous avons déjà vu cela et constaté que des victimes avaient des avis divergents sur la marche à suivre, et les procureurs doivent parvenir à une conclusion. Je pense que c'est important. Je pense que le système judiciaire existe pour les victimes, à la fois pour punir l'auteur du délit, mais aussi pour défendre les intérêts des victimes. Je pense toujours que les victimes doivent être consultées dans ce processus. Mais elles ne peuvent pas diriger, vous savez, elles ne peuvent pas exiger un procès s'il n'y a rien à juger. Je veux dire, elles plaident coupables des chefs d'accusation les plus graves dans ce dossier. Elle est soumise à la peine maximale qui était recherchée. Il n'y aurait vraiment aucune raison d'avoir un procès. Yes, vous savez, si les victimes voulaient en faire un spectacle public ou lui infliger une punition en organisant un procès, ce n'est pas vraiment une raison suffisante. Donc, on dirait qu'ils étaient des consultants. Je considère que c'est important, mais ça ne peut pas contrôler l'affaire. Maintenant, ce juge a ordonné une enquête préalable à la sentence avant l'audience de condamnation proprement dite. Pourquoi est-ce important? Que cherche-t-il dans une enquête avant la sentence? Les juges considèrent toujours plusieurs facteurs en rendant leur sentence. Vous savez, une chose que vous voulez savoir, c'est le passé de l'accusé. Y a-t-il des antécédents criminels? Quels sont les autres facteurs dans leur vie qui ont pu contribuer à ce crime? Que se passe-t-il d'autre ici? Je suis sûr que le juge va prendre en compte les circonstances médicales qui semblent être en jeu ici. Le juge va vouloir, vous savez, déterminer s'il y a un quelconque avenir possible ici et suivre la procédure pour obtenir un rapport qui rassemble toutes ces informations. Un rapport présententiel est généralement fourni dans ce type d'affaires. Oui. Et d'ailleurs, pendant que je vous ai, et puisque nous en parlons, je ne peux pas simplement passer sous silence le crime. D'accord? Je pense que c'est très important parce que ça va aussi être le sujet ici. Comprendre vraiment du point de vue des membres de la famille et de la victime elle-même, et ce qui s'est passé ici. Je veux revenir et expliquer comment nous en sommes arrivés là. Et les détails troublants découverts sur les crimes de Bailey dans les jours suivant sa folie meurtrière. Bailey aurait été filmé par les caméras du quartier conduisant sa Kia Soul jaune jusqu'à la maison de ses parents à Washington City. Bailey ne vivait pas dans la maison, et en fait, il y avait une ordonnance de protection en place, selon KSL. Les raisons précises de cette ordonnance de protection restent floues, mais des problèmes familiaux semblent en cause. Mais lorsque Bailey est entré par une porte non verrouillée, son frère aurait ensuite déclaré à la police qu'il pouvait entendre ses parents lui crier de sortir. Dans cette déclaration sous serment déposée au tribunal, il est écrit « Mia a admis être entrée dans la maison et avoir presque immédiatement commencé à tirer sur sa mère. G.P. Mia a dit avoir tiré plusieurs fois sur sa mère. Plusieurs douilles usagées ont été retrouvées à l'intérieur de la maison, dans la zone proche de l'endroit où le corps de G.P. a été découvert. Mia a dit que son père, Jean-Baptiste, a entendu les tirs et s'est dirigé vers elle. Mia a dit avoir tiré une balle dans la tête de son père, qui est aussitôt tombé. Après être descendue un moment, Mia est remontée à l'étage et a expliqué qu'elle était retournée près de son père, allongé par terre. Elle lui a tiré de nouveau dans la tête pour s'assurer de sa mort. Pendant qu'elle agissait, Mia a entendu du bruit de sa mère, est revenue vers elle et lui a tiré une balle dans la tête pour s'assurer de sa mort. Mia a également déclaré qu'elle n'éprouvait aucun remords pour ses actes et qu'elle ne changerait rien à ce qu'elle avait fait. Mia a déclaré « Non, que je le referai. Je les déteste. Tu sais, riche, en dehors du fait que cela aurait été une affaire incroyablement difficile à défendre. » La nature froide et insensible de cela pourrait vraiment jouer contre elle lors de la condamnation, mais c'est juste un crime répugnant. Oui, je pense que cela jouera contre elle lors de la condamnation. Nous faisons la distinction, et la loi fait la distinction entre ce que nous appelons les meurtres commis sous le coup de la passion, où quelqu'un craque soudainement et tue quelqu'un, souvent un proche, et le meurtre avec préméditation. Et ce meurtre est prémédité. Elle est venue à la maison pour commettre un crime. Et une fois à l'intérieur, elle a eu de nombreuses occasions de s'arrêter, n'est-ce pas? Elle leur a tiré dessus. Elle aurait pu s'arrêter et ne pas revenir pour leur tirer dessus à nouveau. Donc c'est prémédité. Dès le début, elle a eu des occasions de s'arrêter, mais elle ne l'a pas fait. Il y a la tentative de meurtre ou l'agression du frère. Appelez ça comme vous voulez. Et puis il y a cette absence totale de remords.
et pas seulement un manque de remords. Vous pensez que beaucoup d'accusés ne sont pas vraiment pleins de remords, mais dire « je le referai, je les déteste », c'est l'opposé du remords, non? Donc tout ça va être très très difficile pour elle lors de la condamnation. Je ne sais pas si le simple fait d'ajouter ce facteur mais malade mental à la condamnation va lui éviter une peine à perpétuité. Je vais simplement dire que ce n'est ni de la légitime défense, ni un crime passionnel. Quand vous entendez ça, quelqu'un entre et tire. Mais je vais aussi dire, comme déjà mentionné, que Bailey n'a pas seulement visé ses parents. En revenant à l'affidavit, il est écrit. Après avoir tiré sur Jean B et Jean-Baptiste au rez-de-chaussée de la résidence, Mia est descendue au sous-sol de la maison. Pendant qu'elle était en bas, Mia a cherché son frère C, B, qui s'était enfermé dans sa chambre après avoir entendu une dispute et des coups de feu à l'étage. En découvrant la porte verrouillée, Mia a tiré une balle à travers la porte en direction de son frère. La porte du frère présentait un trou correspondant à une balle de petit calibre. De plus, un trou de balle présumé a été observé dans le mur à l'intérieur de la chambre du frère. Mia a déclaré que son frère n'était pas sa cible principale, mais qu'elle n'aurait pas été triste si le coup de feu l'avait tué. Mia a indiqué qu'elle savait que son frère et sa femme étaient dans cette chambre, mais qu'ils n'étaient pas la cible principale. C, B et sa femme, A et B ont raconté avoir entendu frapper à la porte de la chambre, puis un coup de feu en tentant de fuir par une fenêtre du rez-de-chaussée. C'est déjà un miracle qu'il soit en vie. Mais Rich, tu comprends aussi la nature des accusations, pourquoi elle a été inculpée de ce dont elle l'a été concernant son frère. Mais tu te demandes aussi s'ils feront des déclarations lors de la condamnation. Oui, c'est possible. Ils auraient l'occasion de le faire, probablement lors d'une audience de condamnation ou de le soumettre par écrit, et ils pourraient vouloir s'exprimer à ce sujet. Oui. L'affidavit comprenait également une recommandation selon laquelle le tribunal ne devrait pas accorder de caution à Bailey. Donc je cite, « Dans ces entretiens, Mia décrit avoir sauté des clôtures ou des murs, s'être cachée dans des buissons, avoir dormi dans les toilettes d'un parc et d'autres efforts pour échapper aux forces de l'ordre. Mia s'est vantée d'échapper aux efforts des forces de l'ordre pour la retrouver. Elle a échappé aux agents, évité les hélicoptères et les drones. Mia a finalement été arrêtée alors qu'elle se cachait dans un buisson épineux. Mia a beaucoup fait pour fuir la police et risque fortement de s'échapper si libérée sous caution. Je veux dire, même si elle n'avait pas plaidé coupable, Rich, et qu'aujourd'hui devait être son audience de mise en liberté sous caution, elle ne l'aurait pas obtenue. Non, pas dans 1 million d'années. Personne n'allait lui accorder une mise en liberté sous caution vu la nature du crime. Et évidemment, elle représentait un risque de fuite. Et vous savez, à un certain niveau, il y a un certain degré d'instabilité mentale ici, que vous vouliez appeler ça incompétence ou maladie mentale, mais il se passe quelque chose là. Vous ne vouliez pas la laisser sortir sous caution. Cela n'allait jamais arriver. Non, non. Eh bien, écoutez, je veux dire, c'est vraiment une sacrée mise à jour. C'est un sacré développement. Voyons comment la condamnation va se dérouler. Merci beaucoup, Rich Schoenstein, d'avoir pris ce temps. Ravi de vous voir. Ravi de vous voir. Et c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar. Merci beaucoup à tous de nous avoir rejoints. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou où vous écoutez vos podcasts. Suivez-moi sur X ou Instagram. Je suis GC Weber. À la prochaine.